What, 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 what? Et salut à toutes et à tous, c'est Vigilante et bienvenue pour cette saison 3 de Comics Web TV. Saison 3, nouvelle saison qui dit nouvelle rubrique. Vous avez vu, il y aura l'instant série qui va remplacer la review. J'ai supprimé les news aussi, parce que c'était trop galère à en mettre en place. Pour les news, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai un nouveau projet d'émission qui devrait arriver dans une petite semaine, je pense. En attendant, les news seront retransmises sur mon site, mais c'est pas effectif. Ça sera effectif à partir de la semaine prochaine, parce que là, je suis en train de le retravailler, mise en page, tout ça. Nouvelle rubrique, nouvelle génération. Nouvelle génération comics.wordpress.com. Donc voilà, donc pour l'instant c'est en retravail, tout ça est en retravail. Autre petite news que j'ai pas mis dans le générique, j'ai le générique qui j'espère vous plaît. C'est la question comics. Si vous avez une question sur les comics, sur n'importe quel sujet de l'univers des comics, vous la mettez dans la barre des commentaires et elle sera répondue la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc ce sera un Comics Web TV tous les 2 semaines et ça sera répondu donc dans la semaine prochaine dans l'émission. Voilà, voilà. Donc on va tout de suite y aller et on va commencer par les sélections comics de la semaine. Et donc, pour les sélections de la semaine, j'ai choisi 5 titres, plus 2 titres VO qui ne sont pas sortis cette semaine, mais je voulais les présenter à l'occasion de la sortie du nouveau Guardians of the Galaxy. Alors on commence avec Original Sin 1 et 2. Alors oui, je sais, celui-là est sorti le mois dernier, mais j'ai pas fait de comics Web TV, parce que c'était décembre, les vacances, tout ça. Donc avec une très jolie cover métallisée, une double cover avec pas de pub derrière, pour une fois c'est plutôt cool. Ça fait plutôt plaisir avec une cover un peu en relief. Plutôt sympa. Alors, Original Sin, pourquoi je présente les 2 numéros maintenant? Parce que je trouvais ça un event un peu dur à juger sur, on va dire, 2 numéros. Donc, un quart de l'event. Donc là, on est à la moitié de l'event. On a l'épisode épisode 4. L'épisode 4 de Original Sin. Et franchement, c'est sympa. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien ce côté des super-héros où c'est un peu la loose, où c'est un peu le bordel. Et non, franchement, c'est pas mal. Donc, Jason Aaron, qui est au scénario, il me semble. Exactement. Et Mike Deodato au dessin. J'aime beaucoup les dessins de Mike Deodato. Je les trouve très, 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 très stylés. Surtout sur ce plan-là, dans l'espèce d'espace interdimensionnel avec Doctor Strange. Je trouve vraiment sympathique. D'autres planches aussi, mais je peux montrer parce que ça spoil un petit peu. Mais voilà quoi, autrement c'est très stylé, très classe. On a droit à des variantes cover aussi, avec Fury. Donc non, c'est assez sympathique. L'event en lui-même est assez bien construit, on va dire. Et non, franchement, je suis assez content et je suis assez pressé chaque mois de savoir ce qui va se passer parce que c'est assez bien écrit, faut l'avouer. Une dernière petite planche pour plaisir avec Hulk qui me plutôt fait sourire. Donc voilà. Donc non, franchement, Original Sin, pas mal. Pas mal, pas mal. On enchaîne ensuite avec le numéro 1 des Guardians of the Galaxy avec une cover de Alex Ross, comme d'habitude. Voilà, la cover spéciale number 1 avec le titre en relief et l'effet un peu peinture, on va dire. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, ça contient, déjà ça fait 112 pages, ça coûte 4,80€, c'est sorti le 1er janvier il me semble, ou le 2 janvier, je sais plus trop. Euh, donc ça contient l'épisode du Free Comic Book Day 2014 de Guardians of the Galaxy, l'épisode du Free Comic Book Day 2014 de Rocket Raccoon, ça contient l'épisode 13 de Guardians of the Galaxy, l'épisode 1 de Legendary Star-Lord, l'épisode 1 de Rocket Raccoon et l'épisode Nova 13 Point Now. Je sais pas pourquoi l'épisode 13 Point Now. Ça doit être un point d'entrée, je pense. Donc alors, on commence avec l'épisode du FCBD qui est plutôt cool. Non, c'est plutôt sympa. Alors que Marvel fait tout son possible pour essayer de créer des franchises autour des Inhumains, parce que le film va sortir, c'est finalement autour des Gardiens de la Galaxie que la Maison des Idées
se lance. Et non, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce qu'elle a réussi qui à la base est une série mineure, les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment une série pour les initiés de Marvel à la base. Bah, ils ont réussi à faire de multiples spin-offs, à moderniser du vieux. Puis après, bah non, non, ça. Puis après, ils ont lancé le truc au cinéma, et alors là, main event. Donc, non, non, franchement, c'est pas mal. Et puis, Gardiens de la Galaxie commence bah, à prendre de la marche, quoi. Ouais, à prendre le bon sens. Et non, c'est plutôt pas mal parce que donc l'épisode du Free Comic Book Day est plutôt cool. En fait, c'est un épisode où Stark essaye de recruter l'agent Venom pour le faire intégrer les gardiens, en fait, du coup. Et au final, il accepte avec une cover plutôt cool. On a un Free Comic Book Day. Je l'avais déjà lu en VO, donc j'avais lu au Free Comic Book Day justement, donc non, c'est plutôt stylé. Après, on a le droit à un épisode des Gardiens qui est l'un des premiers arcs qui s'appelle La fin des Gardiens, donc Guardians Disassemble, petit écho au titre Avenger de séparation. Et non, c'est plutôt cool, donc on y voit donc Star-Lord et Rocket Raccoon attaqués par la flotte de Sparte. De Star, ouais, Sparte, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus. Merde. La flotte de Spartax. Gamora pris en chasse par un chasseur de primes. Venom livré à lui-même après que Drax se soit fait enlever par quelqu'un. Donc ils ont plutôt tout seul. C'est plutôt pas mal. Donc les gardiens sont séparés et ça fait plutôt plaisir. On a ensuite le droit à Star-Lord, Legendary Star-Lord numéro 1, que j'apprécie, que j'ai pas mal apprécié. Non, franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool avec une couverture plutôt sympa. Et un Marvel File sur Star-Lord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage. Mais non, moi j'ai trouvé les dessins plutôt stylés. Alors pour Star-Lord, je sais plus qui est au... Ah voilà, donc c'est Sam Humphrey au dessin et Paco Medina au dessin. Et non, les dessins c'est plutôt stylé. J'ai pas trop de problème avec ça. Donc non, c'est plutôt sympa, ouais. Bon épisode. Très impatient de voir la suite. On a ensuite le droit à l'épisode de Rocket Raccoon du Free Comic Book Day qui lui est complètement what the fuck. C'est complètement what the fuck, mais j'adore ça. C'est ça qui est bien, c'est des dessins très cartoony en fait, et donc Rocket Raccoon du coup se bat contre un lapin, euh, un lapin mercenaire, on va dire ça comme ça. Voilà. Et c'est assez fun, c'est assez drôle, c'est plutôt cartoony en fait. Donc non, franchement pas mal. On a ensuite le premier épisode de Rocket Raccoon, de la série donc officielle, qui est sympathique. On passe ensuite à Nova. Nova, donc ouais, ça doit être un numéro 1, parce qu'il y a le petit 1 en haut. Donc avec Reta Reveal, comme nous le montre la couverture, et non, j'apprécie, franchement j'apprécie. Donc toujours Nova qui essaye de concilier sa vie de lycéen avec sa carrière de super-héros, et non, franchement c'est pas mal. C'est assez sympathique. Je suis assez content en fait du coup que en fait finalement c'est en lien avec pas en lien vraiment, mais c'est un petit peu en rapport avec la série Ultimate Spider-Man pour ceux qui connaissent ce dessin animé, parce que finalement c'est le même personnage, c'est Sam Alexander, et ça instaure une espèce de continuité, et au final l'histoire avec Beta Ray Bill est plutôt bien, il y a ce qu'il faut de l'action, du scénario, tout est bien calibré, donc non, j'apprécie, j'apprécie. Voilà. Petit bonus, la série Guardians 3000, je me suis procuré les nouveaux numéros à Noël. Enfin, on m'a offert les premiers numéros à Noël, je vous avais dit, et donc c'est plutôt sympa. Donc ça se concentre sur la première équipe de gardiens en fait au final, donc comme c'est marqué là, The Original Defender of the Galaxy. Donc non, c'est plutôt cool. Donc c'est Dan Abnett au scénar, et c'est Gerardo Sandoval au dessin. Et c'est Alex Ross qui a fait la cover, hein, évidemment. Et non, c'est plutôt cool donc de redécouvrir l'équipe de premier gardien de la galaxie. Et
c'est plutôt bien en fait. C'est plutôt bon scénaristiquement parlant. Graphiquement aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, reste à. Donc, toujours avec des références au Marvel vert, enfin à l'univers cosmique, comme on peut le voir, l'intelligence suprême décrit là, juste là. Donc, non, ouais, j'espère que ça va vraiment débarquer en France. Parce que ça me fait vraiment kiffer. Et les deux premiers numéros là, donc du coup celui-là et celui-là, je les ai trouvés vraiment très bons. On passe ensuite à quelque chose de très attendu par beaucoup de fans de l'univers Marvel. J'ai nommé, mesdames et messieurs, roulement de tambour, Spider-Man qui repart au numéro 1. Du coup, ouais, donc retour de la série The Amazing Spider-Man, avec beaucoup de bons épisodes. Euh, on a même les trois premiers épisodes donc de la série Spider-Man que j'apprécie. Non, franchement, j'apprécie vraiment, c'est très bon. Donc ça contient les épisodes 1 à 3 de Spider-Man volume 4, The Amazing Spider-Man version 2014, donc épisode 1 à 3. On a ensuite l'épisode 1 de Spider-Man 2099. On a ensuite les premiers épisodes de New Warrior. Alors. Panini relance encore une fois le mât consacré à Spider-Man à l'occasion de la série Amazing Spider-Man qui reprend The Amazing. Enfin, qui reprend, ouais. Enfin, qui reprend Superior Spider-Man. Un relaunch qui a marché de ouf aux USA parce que du coup, le premier titre enfin, le The Amazing Spider-Man version 2014 s'est vendu à 50 millions, enfin 50 000 exemplaires, 500 000 exemplaires, je vais y arriver. Donc c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis au moins les années 90, donc c'est un bon relaunch qui marque le retour de Peter Parker aux affaires après un an de Spider-Octopus. Et ça fait pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Ça change pas grand-chose parce qu'au final, l'équipe créative reste la même, il me semble, hein. C'est toujours Dan Slott au scénar et Humberto Ramos au dessin. Mais non, franchement, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal parce que du coup, là, donc du coup, la partie la plus intéressante, c'est sans doute de voir que Peter Parker essaie de comprendre dans quel état a laissé sa fille. Et tente de reprendre le contrôle, donc c'est ce qui occupe un petit peu les deux premiers épisodes. Après, il y aura des épisodes liés au Original Sin, mais c'est limite, hein, c'est pas trop ouf. Il y aura de nouveaux personnages liés aux origines de Spider-Man qui vont apparaître, qui vont bousculer beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment très bon, quoi. Et du coup, Slot va occuper les 6 premiers épisodes à nous faire comprendre que Peter va essayer de reprendre un petit peu sa vie. Et du coup, il va devoir il va devoir faire face, pardon, à Electro et la Chatte Noire, parce que suite à ce qui s'est passé avec Superior Spider-Man, euh, eh bien, euh, eh bien, la Chatte Noire a une dent contre Spider-Man. Parce qu'elle ne savait pas Octopus ne savait pas que Peter Parker et Black Cat étaient ensemble, enfin plus ou moins ensemble. Et donc du coup, il ne savait pas que. Donc il lui a mis une droite et il l'a fait interner par la police. Donc voilà, et non, c'est plutôt pas mal, franchement, j'apprécie assez. Puis du coup, Peter doit aussi a fait une grosse révélation à un des personnages proches de son entourage, mais je ne dirai pas lequel. Je ne dirai pas lequel, mais au final, non. C'est de très bons épisodes qui remettent Peter Parker en scène, je veux dire. Et c'est vraiment pas mal. On passe ensuite à Spider-Man 2099, toujours mené par l'excellent Peter David, qui retrouve à cette occasion sa création, puisque Miguel O'Hara est toujours coincé dans notre époque. Et donc le scénariste a profité de cette occasion pour construire tout un cast autour du personnage, tout un background, tout un univers composé de nouveaux personnages, de têtes connues de l'univers de Spider-Man aussi, d'une et des relations assez surprenantes. Et donc c'est du très bon Peter David, hein, j'ai rien à dire dessus. C'est même plutôt sympa je vais apprécier la cover que j'avais trouvé plutôt sympathique. Et vous avez plaisir d'avoir du Miguel O'Hara un petit peu dans le mag, personnage pas extrêmement connu. Et donc non, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir, puis les dessins sont plutôt jolis. On passe ensuite à New Warrior, pas grand chose à dire puisque aux États-Unis la série a été annulée au bout de 12 numéros.
c'est sympathique. C'est sympathique sans plus, hein. Moi, j'ai apprécié le numéro un, j'ai rien à dire de spécial. Mais voilà quoi, c'est pas une série que je retiendrai, je dois dire, plus que ça quoi. C'est une série sympa, qui met en scène des super-héros plus ou moins de troisième zone. Et non, non, c'est cool, mais c'est cool sans plus quoi. Le cover est stylé par contre. Donc voilà, mais non, c'est sans plus quoi. Ça se laisse lire avec plaisir, on va dire. Voilà, voilà. On passe ensuite à X-Men numéro 19. Donc alors contient l'épisode 26 de Uncanny X-Men, 21 et 20 et 21 de non, alors 26 de All New X-Men, 20 et 21 de Uncanny X-Men, 2 de X-Force et épisode 2 de Cyclope. Donc alors, Mag en demi-teinte ce mois-ci avec des séries assez inégales. Tout d'abord le All New X-Men qui débute trop long en fait. Un arc qui devait ramener sur le début de la scène la confrérie des mutants introduit dans... Enfin, ouais, la confrérie du futur introduite dans Battle of the Atom. Et des personnages que bah en fait on n'avait pas spécialement développés. Bah, Bendis va presser un tout petit peu l'histoire pour en tirer une histoire sans grand intérêt au final, hein. Sans grand intérêt. Ensuite, on a Uncanny X-Men, deux épisodes où le scénariste se lâche bien comme il faut là. C'est plutôt cool même. Alors j'essaie de vous montrer ça donc, dans la saga qui s'appelle donc X-Men vs Shield, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Uncanny X-Men vs Shield. Et non, c'est plutôt cool. J'apprécie cette série, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien écrit. Ça mène bien, quoi. Ça mène un conflit bon, qui paraît un peu plus inévitable que prévu, quoi. Mais non, au final, Bendy gère très bien le cadre, les intrigues sont plutôt cool. On s'intéresse aussi également beaucoup au sort de Dalzer qui va prendre un tournant pour le moins intéressant, on va dire. Voilà, voilà. On passe ensuite à X-Force. X-Force que du coup j'ai apprécié parce que je me suis mis à lire X-Force et j'apprécie ça plutôt bien. Euh, en fait, je me suis mis dedans dans l'état d'esprit de quelqu'un qui comprenait rien à X-Force. Et au fur et à mesure, j'ai pris un plaisir. Et puis, je trouve certaines planches vraiment classe, quoi. Donc, non, non, franchement, je dirais pas que c'est une très bonne série. Je dirais pas que c'est l'une des meilleures séries du monde. Mais je dirais que c'est une série qui se laisse bien lire. Sans plus. Et on passe ensuite à Cyclope, qui est toujours dans l'espace en compagnie de son papa. Et en fait, je vois pas où ils veulent aller avec ce truc. Je vois vraiment pas où ils veulent aller, où ils veulent mener. Je trouve que c'est vraiment bof quoi. C'est bof et enfin, ça commence bien à me saouler quoi. C'est pour vous dire, c'est la série que je me force à la lire en fait, hein, parce que j'aime pas du tout. Et je pense que je vais arrêter de lire cette série au bout d'un moment. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette sélection. On va tout de suite passer à l'instant série. Et donc pour cet instant série, je vais me rattacher du moins aux deux épisodes avant la pause hivernale de la série, donc avant les mi-saisons, donc des séries The Flash et Constantine, parce que je les avais pas faites. Du coup, donc l'épisode 9 de la série The Flash, donc qui s'appelle The Man in the Yellow Suit. Je tiens à préciser, il y a une petite partie spoiler de 2 secondes, qui a été diffusée le 9 décembre 2014 sur la CW. Donc alors, l'un des points les plus importants déjà de cet épisode à relever, c'est les interactions entre tous les personnages. Donc vu que c'était en période de Noël, la famille c'était un sujet qui revenait souvent sur le tapis. Barry fait une révélation assez importante à quelqu'un, je vais pas dire qui. La relation entre Barry et Joe est toujours aussi touchante. Le personnage de Joe West, on voit qu'il est vraiment attaché à Barry et c'est vraiment pas mal. Donc non, c'est vraiment très bon. Il n'y a rien à dire dessus. Orison Welles, il est toujours aussi mystérieux, j'ai vraiment envie de savoir qui c'est ce mec, même si du coup j'ai une petite idée. Il est à la fois très protecteur et très exigeant avec Barry. Enfin, il est un petit peu trouble. On sait pas trop vraiment
pourquoi il fait ça, et c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a les personnages du mode de Kathleen et de Cisco, qui du coup se mettent en quête de retrouver Ronnie Raymond, alias Firestorm, et là on le voit vraiment avec les mains en feu et tout. Donc non, c'est vraiment 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 bon. Rien à revoir. Sa dernière apparition m'a fait très plaisir en plus, donc c'est vraiment très très cool. Il y a vraiment du comics là, du coup ça fait plaisir. Donc non, c'est vraiment 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 pas mal. Donc non, rien à redire. Ça fait vraiment plaisir. On a également le droit à une bonne révélation entre Barry, Iris et entre Iris et Eddie. Fameux triangle amoureux de la CW, ils peuvent pas s'en passer. Mais bon voilà quoi. Sinon, à part ça, c'est très bon et l'histoire en elle-même est très surprenante. On a le droit au reverse flash, mais vraiment, là, vraiment, il l'a quoi. Et ça fait vraiment plaisir de le voir en plus parce qu'il est, du coup, bah, on le voit vraiment combat avec Flash et tout, et de la vitesse de partout. C'est trop bien quoi. C'est juste vraiment très très bon. Puis on le voit dès l'épisode et puis là, c'est l'escalade de la violence, des révélations, tout quoi, tout, des retournements de situation, des pièges, de la baston, des courses, tout. Tout est dans cet épisode, tout est parfait. Du début jusqu'à la fin, c'est maîtrisé, c'est génial. Personnellement, je me suis pas du tout ennuyé. C'est l'un des. C'est mon. Allez, c'est mon deuxième épisode préféré avec celui sur Captain Cold. Et j'attends l'épisode 10 qui s'appelle Rogues. Enfin, Rogues Begin ou un truc comme ça. Enfin, je sais qu'il y a Rogues dans le titre et qu'il y aura Captain Cold et Hatwave dedans. Et ça va être monstrueux. Et ça va être juste être monstrueux. Les effets visuels rendent très bien. C'est pas du tout cheap, c'est lumineux, c'est électrique. C'est une histoire super bien et on a une histoire assez mystérieuse, mais au final, on sait pourquoi le reverse flash est là. Il vient pas juste pour dire bonjour et ça fait plutôt plaisir. Donc non, rien à redire sur cet épisode. Et on passe à l'épisode 8 de la série ouais, Constantine. Donc The Saint's Last Resort Part 1. Donc en français ça fait The Saint Last Ressort Part 1. Donc si je dis pas de conneries, si je dis pas de conneries, ce sont les derniers ressorts saints partie 1. Du coup, alors ici on a une intrigue plutôt cool. Alors en fait c'est un couple, ça se passe au Mexique et c'est dans une espèce d'hôpital, église géré par des bonnes sœurs. Et elle s'occupe aussi de jeunes femmes qui vont accoucher. Et là, du coup, il y a un bébé qui se fait enlever par une espèce d'entité démoniaque pour des raisons plutôt inconnues. Du coup, une des femmes qui est sur place, qui est une ancienne compagne de John Constantine qui s'appelle Anne-Marie, qui est devenue bonne sœur au passage. Enfin, elle a connu John Constantine, elle est devenue bonne sœur, c'est chaud quand même. C'est pour dire à quel point le mec est tordu quoi. On me demande souvent pourquoi j'aime ce personnage, petite parenthèse, mais c'est parce que en fait, même si c'est un vrai salaud, il a un côté ultra fascinant en fait. Il est super lucide en plus parfois. Donc, en fait, il a. Peut-être parce que c'est pas un super-héros en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça. Bref, je referme ma parenthèse. Du coup, Anne-Marie appelle John Constantine désespéré à l'aide, bien que ça lui fasse un peu mal de devoir demander de l'aide à John Constantine vu qu'elle le déteste en fait. Et que c'est son ex, hein, forcément ça marche moins bien. Et la relation entre John Constantine et Anne-Marie est assez crédible, ils en font pas trop, plutôt facile de se mettre dans la peau l'un de l'autre, et non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils parviennent à s'entendre difficilement pour les besoins de l'enquête et la survie des enfants, enfin des bébés du moins, mais même ils parviennent pas à se lancer, ouais, ils parviennent pas à le faire sans se lancer deux trois pics, comme c'est le cas avec bah, l'épisode 5 avec Papa Midnight. Et non, mais c'est très très bon. Pourtant, c'est très très bon. Rien à dire. Les scènes où ils apparaissent ensemble sont pas niaises du tout. On a vraiment l'impression d'être face à de vrais adultes aux relations assez ambiguës et pas des ados comme sur la CW. Hein? Petit tacle au passage. Du côté du personnage de Z, que j'adore au passage, euh, enfin, alors ce personnage c'est chaud parce que durant tout l'épisode, on sent qu'il va se passer un truc important. On sent qu'il va y avoir quelque chose, mais c'est tellement mal mis, tellement mal exploité qu'au final, bah, ça devient pas intéressant du tout, quoi. Ça devient vite chiant. Donc c'est dommage.
Du coup, le vilain de l'épisode, il est pas super convaincant de ouf. Bon, on le voit pas beaucoup, donc voilà. Mais cette intrigue est plutôt sobre, elle capte pas mal l'attention du spectateur, avec des bons et des mauvais côtés, mais on s'ennuie jamais. Et au final, c'est un épisode bien distrayant qui a pas été grandiose pour autant, c'était pas le meilleur épisode de la série. Mais ça promet de bonnes choses pour la suite de la série sans nous donner vraiment pas, sans nous montrer vraiment ce qui va se passer, mais ça promet vraiment des choses. Et on est dans la moitié de l'histoire, c'est plutôt bon, et voilà quoi. Et puis malgré, enfin, franchement, je pense que cette série va décoller parce qu'après le cliffhanger de ouf qu'on a eu là, euh, personne pourra se dire ouais j'arrête de regarder la série à partir de cet épisode. Enfin, là, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour la suite, donc je suis assez confiant. Voilà, voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt et à tout de suite même pour le tout sur un top 10 de mes films préférés de comics. Et donc ce mois-ci, ni de tout sur, ni de bilan du mois, j'avais envie de commencer à innover dès le début, puisque je vais vous faire un top 10 de mes films préférés, enfin de mes films préférés de cinéma, de adaptés de comics. Alors je dis pas qu'ils sont bons, il y en a qui sont très mauvais, mais ils font partie de mon top 10. Alors numéro 10, un film que je peux pas vous montrer parce que j'ai pas, c'est Daredevil. Oui, Daredevil est très mauvais, certes, mais en fait, en l'ayant revu pendant le mois de décembre, il était passé sur France 4, en deuxième partie de soirée, il me semble. J'ai plutôt passé un bon moment, en fait. Et je me dis que au final, ouais, il est peut-être... Enfin, le film est très mauvais et comporte de gros défauts, certes, mais au final, c'est un bon film de super-héros, quoi, parce que t'as le super-héros, c'est une origin story, t'as les deux super-vilains adaptés du comics. What else? What else? C'est tout! Et au final, non, j'ai passé un bon moment. Alors oui, certes que les acteurs sont pas très bons, excepté l'acteur qui joue le tireur, en fait, que j'apprécie beaucoup. Et l'acteur qui joue le caïd aussi, j'ai beaucoup apprécié ces deux acteurs. D'ailleurs, petite anecdote, l'acteur qui joue le caïd est le même acteur qui joue Kilowog dans Green Lantern, enfin qui prête sa voix, qui d'ailleurs est décédé. Et à son âme. Et en fait, non, finalement, c'est un bon film. Enfin, moi, ben, c'est pas un bon film, mais c'est un film convenable de super-héros, en fait. Donc, Daredevil est mon dixième film préféré. On passe ensuite à Captain America Soldat d'hiver, numéro 9 dans mon top. Pourquoi? Parce que il est vraiment très bof, en fait. Il est très très bof, et le truc, c'est que je m'attendais à mieux que ça, et le titre est un peu mensonger, je trouve. Le soldat d'hiver, excusez-moi, hein, c'est pas vraiment le titre que j'aurais choisi. Parce que tu le vois pas tant que ça, en fait, le soldat d'hiver, et au final, il est plutôt en deuxième plan, quoi. Donc ça, c'est très très bof. Et, c'est un film qui, au final, ne sert que à t'amener Avengers 2, et finalement, il ne place pas tant que ça un contexte dans l'univers Captain America. Voilà. On passe ensuite au top 8 de mon classement. Alors certains vont se surprendre que je l'ai mis qu'à ce niveau-là, mais en même temps il est très mauvais. Enfin, il est pas très bon. Constantine. Pourquoi j'ai mis le film de Constantine en numéro 8? Déjà parce que il est pas très bon. Il n'est pas très 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 bon. Mais je le trouve en fait au final bah, plutôt sympa parce que je passe un bon moment en fait en le regardant. Faut juste oublier faut juste oublier tout ce que je sais de l'univers de Constantine, enfin presque, excepté le fait de la cigarette, il n'y a pas grand chose qui soit respecté dans ce film. Et au final, bah, c'est pas un bon film de comics, loin de là, c'est un bon film fantastique. Et il faut juste un petit peu, d'après, parce que derrière ça me fait marquer d'après les personnages liés à la bande dessinée Hellblazer de DC Comics slash Vertigo. Bah non, non, ça n'a aucun rapport presque. Excepté les noms et la cigarette, bof, 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 hein. Donc bon, voilà, voilà, voilà. Mais au final, ça reste sympa. Au final, ça reste sympa à voir et une petite scène post-générique qui fait plutôt plaisir. Donc, non, à regarder, franchement à regarder. On passe au numéro 7. Alors j'en ai qu'un seul, je sais pas tous, mais je les compte dans leur ensemble. La trilogie Iron Man.
La trilogie Iron Man, pourquoi numéro 7? Parce que c'est une bonne trilogie, c'est ce qui a lancé d'ailleurs le projet Avenger Initiative au cinéma. Et voilà, mais je trouve au bout d'un moment, la trilogie finit par être lassante, même si mon préféré restera pour ma part, Iron Man 2, qui est mon préféré des trois Iron Man. Mais voilà quoi, autrement, je trouve que la trilogie en elle-même, le un au bout d'un moment, finit par être lassant. Le 2, le 2 par contre je l'adore et le 3 est très bon mais peut-être un petit peu trop d'humour. Un petit peu trop d'humour. Mais autrement il est très très bon. On passe ensuite à mon numéro 6, The Amazing Spider-Man 1 et 2. Alors je sais que beaucoup de gens détestent ces films mais moi je les adore. J'ai beaucoup apprécié le premier. Donc le premier qui est encore une origin story, par contre ça c'est le seul truc qui m'a fait chier, c'est l'origin story qui est vu et re-revu. Je pense on sait tous comment Peter Parker obtient ses pouvoirs. Mais le vilain, donc le lézard est très très bon. J'ai beaucoup apprécié le lézard dans ce film et non, franchement je peux que conseiller parce que c'est un très bon film qui a pour une fois le mérite de respecter le comics. Oui, oui, respecte le comics. Pourquoi? Parce que Gwen Stacy, voilà, Gwen Stacy, premier amour de Peter Parker dans les comics et non Mary Jane. Voilà, donc ça c'est fait. Même si ça date un peu plus de la bande dessinée Ultimate, hein, où là c'était Mary Jane, mais elle-même s'adaptait du film de Sam Raimi, hein, donc bon, forcément. Et donc le numéro 2 que j'ai juste adoré, quoi, le bouffon vert et Electro, je les trouve magnifiques. Ils sont très très bons, surtout l'acteur qui joue le bouffon vert, je l'adore. Un univers qui avance au final, qui bouge, avec des conséquences, des impacts pour la suite, même si l'univers de Spider-Man au cinéma est assez incertain en ce moment chez Sony. Voilà, voilà. On passe ensuite à la trilogie The Dark Knight qui est en cinquième tome, qui est en cinquième place de mon top. Pourquoi la trilogie The Dark Knight? Eh bien parce que pourquoi je l'ai mis là et pas après? Parce que par rapport à d'autres films, en fait, je prends la trilogie en un seul film. Je prends la trilogie en un seul film parce que du coup, je trouve que le final donc de The Dark Knight Rises n'est pas si bon que ça, en fait. D'ailleurs, c'est le plus long des trois, mais il n'est pas si bon que ça. The Dark Knight, c'est pour moi le meilleur, avec Heath Ledger, qui a son âme à lui aussi, qui est l'un des Jokers les plus charismatiques, je pense. Et donc, non, non, franchement, la trilogie est très bonne. Batman Begins est très très bon, très très bien mise en scène, très très classe, très très bien écrit, rien à redire dessus. The Dark Knight est une perle cinématographique. Et The Dark Knight Rises, qui était censé être l'explosion de la conclusion, le point culminant de l'épopée Batman, s'avère être au final pas si culminant que ça en fait. C'était décevant. Donc quelques difficultés de scénario, quelques difficultés d'écriture, donc bon, pour moi ça fait pas un bon film. Voilà, mais je dis pas qu'il est mauvais, attention, il est très bon, mais c'est pas un bon film. On commence donc le top 4, enfin ouais, on commence dans les quatrièmes, avec Sin City. Donc Sin City 1 et 2, je compte le 2 aussi, A Dame for Kill, qui est énorme, qui est juste énorme en fait. Euh, j'ai beaucoup apprécié Sin City, donc adapté de Frank Miller, donc du comics de Frank Miller, et réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, et avec une participation de Quentin Tarantino, donc que du beau monde. Avec Jessica Alba, Benicio del Toro, Mickey Rourke, Bruce Willis et j'en passe. Donc non, très très bon, un bon petit polar. Moi j'adore ce film, je pourrais le regarder des heures et des heures durant. Euh, Même le 2 est très bon d'ailleurs, si vous avez l'occasion de choper en DVD quand il sortira, n'hésitez pas. Mais voilà quoi, moi j'ai vraiment apprécié ce film. Le seul problème, c'est que je peux pas m'empêcher de fumer en regardant ce film parce qu'il fume tout le temps dans ce film. Le petit côté noir et blanc est très très classe, avec juste quelques éléments de couleur qui font bien ressurgir ce que le personnage veut nous faire ressurgir au final. Et donc du coup, non, c'est très bon. Et,
et j'apprécie beaucoup ce film. C'est très bien écrit, très bien mis en scène et c'est très classe et il y a beaucoup d'action. Donc je vous le conseille. Numéro 3, X-Men Day of the Future Past, mais également X-Men 1 et X-Men Le Commencement. Donc ces trois films X-Men, pourquoi? Parce que ce sont pour moi de très bons. X-Men 1, c'est le premier film X-Men qui a entraîné ensuite de mauvais films, mais c'est pas trop grave. Donc non, mais franchement j'ai trouvé ce film très bon scénaristiquement, le premier X-Men. Ensuite, X-Men le commencement, parce que c'est la création des X-Men, tout simplement. Enfin, la création de première équipe de X-Men, donc j'adore. Et Day of the Future Past, c'est monstrueux, c'est juste monstrueux, quoi. En fait, Day of the Future Past, je l'adore parce qu'on pourrait qualifier ça comme d'un film X-Men reboot, en fait. X-Men Marvel Now. Pourquoi je m'exprime ainsi? Parce qu'en fait, donc, toute l'intrigue du film sert en fait à établir une nouvelle base qui sera une nouvelle base pour les prochains films X-Men. C'est-à-dire qu'on repart de la fin de X-Men 1. Voilà, c'est comme si on repartait à la fin de X-Men de X-Men 1 et que du coup tous les X-Men sont encore là, que l'école soit encore là, que le professeur Xavier soit encore là et que tout le monde soit encore là et c'est juste trop bon quoi, c'est juste trop bon. Les actions dans le futur sont peut-être pas assez développées, certes, mais le passé, les Sentinelles, Bolivar Trask, la relation entre X-Men, enfin entre X-Men, n'importe quoi, entre Magneto et Charles Xavier et Mystique est très bien développée, Wolverine aussi, j'ai rien à redire. Donc non, X-Men Days of the Future Past est une tuerie monumentale, comme le commencement et le premier X-Men. Numéro 2, Watchmen. Pourquoi Watchmen? Parce que Watchmen est l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu au monde. Alors certes, il est déconseillé, je crois, au moins de 12 ans. Mais c'est vraiment très bon. Très bon. Alors de quoi parle Watchmen? Parce que tout le monde ne le connaît pas. Alors Watchmen se passe dans une Uchronie en 1985, où le président Nixon a un troisième mandat. Et en gros, les super-héros se sont regroupés pour faire... Enfin du coup, le Sénat a déclaré les super-héros interdits. Mais face au meurtre de l'un d'entre eux, les super-héros vont devoir se... Enfin, du moins un. Donc Rorschach, pour ne pas le nommer, donc lui, qui n'a jamais cessé de mettre cap et collant, va tout faire pour résoudre l'enquête avec l'aide du hibou et du spectre soyeux qui, eux, vont être forcés de remettre le collant. Et aussi Docteur Manhattan, qui est un être surpuissant qui est au cœur de cette intrigue. Mais c'est vraiment très bon, c'est vraiment très bien écrit, scénaristiquement c'est une tuerie monumentale. Snyder retranscrit vraiment bien la bande dessinée, enfin le comics donc de Alan Moore, qui est une tuerie monumentale. Donc non, franchement, vous serez pas déçus. Allez-y, vous serez vraiment pas déçus. C'est vraiment un très bon film de super-héros, très violent, très sombre, mais très travaillé, très psychologique. Donc je peux que vous le conseiller. Et mes numéro 1, j'ai été incapable, mais vraiment incapable de choisir entre ces deux films parce que je les adore autant l'un que l'autre. Guardian of the Galaxy et Avengers, qui sont tous les deux mes numéros 1, parce que ce sont de très bons films de super-héros, que j'adore tout particulièrement. Donc non, je peux que vous les conseiller. Avengers est le point culminant de 2008 à 2012. Donc non, je peux que vous conseiller ce film-là. Guardian of the Galaxy est le point culminant presque de la phase 2 de Marvel Studios. Donc non, franchement, c'est un très bon film, un pari très risqué qui au final est très bon, très décomplexé, très second degré, très sympathique, mais avec des enjeux quand même. Et Avengers, j'ai envie de dire merci Joss Whedon, parce que c'est un film très épique, avec une phrase très super-héroïque, un pitch très super-héroïque, mais au final, il y a une bonne dose d'humour qui rend le truc super décomplexé, et c'est très bon au final. Et artistiquement et scénaristiquement, ce sont des tueries monumentales. Voilà. Donc c'est tout pour mon top 10. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. N'oubliez pas à poser votre question dans la barre des commentaires, et j'y répondrai dans la prochaine émission. Salut! Thought you was Batman.